Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en évolution professionnelle et je te partage ma méthode pour construire ta carrière. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu tous les jeudis sur LinkedIn, YouTube et Twitch, avec des tutos, des conseils et surtout plein d'invités inspirants. Je te souhaite une très bonne écoute. Ça y est, nous sommes en direct sur LinkedIn. Je suis avec Audrey Dufresne. Bienvenue Audrey. Bonjour Alban. Une idée fondamentale et forte qui fait que j'ai voulu donner la parole à Audrey aujourd'hui, c'est OK d'avancer par itération. Et non seulement c'est OK, mais c'est même une voie hyper vertueuse et qui peut amener plein de belles surprises. La vie de Audrey, elle raconte un peu ça, sa carrière raconte un peu ça. Aujourd'hui, elle est DRH d'une entreprise qui cartonne, une boîte tech dont elle nous reparlera. Voilà, l'idée, c'était vraiment de prendre le temps aujourd'hui d'essayer de s'approprier des concepts plutôt de start-upper à la base qui consistent à essayer, test and learn, fail fast, tous ces concepts-là un peu lean qui consistent à dire « je sais pas où je vais, mais j'y vais ». Et j'apprends en avançant et j'améliore mon produit tout en le testant et tout en le vendant, etc. Tous ces concepts-là, ils étaient réservés plutôt aux entrepreneurs jusqu'à maintenant et aux startups. Et je pense, et Audrey le pense aussi, que c'est pertinent de se l'appliquer à nous-mêmes dans une gestion de carrière. Alors, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais en tout cas, nous, ça nous parle. Voilà pourquoi Audrey est avec nous aujourd'hui. C'est pour nous partager son histoire, sa vision en tant que DRH d'une scale-up. Et voilà, j'ai pas pris le temps de vous dire bienvenue et merci de votre fidélité, mais ça, c'est comme toutes les semaines, donc je passe vite là-dessus. Mais merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux. Sans transition, eh bien, je vais laisser la parole à Audrey pour qu'elle puisse se présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et après on reviendra sur ton parcours. Ok, super. Je m'appelle Audrey, donc j'ai 36 ans maintenant. Je suis DRH de la société Le Hibou, donc une société dont le cœur d'activité, c'est le placement de freelance informatique chez des clients grands comptes via une marketplace. Donc la marketplace, aujourd'hui, Le Hibou, elle compte 75 000 freelance informatiques. Et donc notre but à nous chez Le Hibou, c'est d'arriver à trouver des missions à ces consultants, donc des missions qui peuvent aller de 6 mois à 3 ans, des missions exclusivement informatique et d'aider aussi nos clients à répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, le Hibou, c'est à peu près 80 collaborateurs, c'est 82 millions de chiffre d'affaires et on est présent. Donc, notre siège social est à Boulogne-Billancourt, mais on a aussi des bureaux en région, donc à Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon, à Bruxelles, à Montréal, là, tout récemment, et puis à l'île Maurice. Donc, voilà, c'est un métier RH worldwide, j'ai envie de dire, à l'international, que j'ai mis en place entre guillemets. Enfin, j'ai structuré tout au long de la vie de Hibou, puisque moi j'étais la première salariée recrutée donc il y a 7 ans et donc j'ai construit toute la politique et toute la stratégie RH depuis 7 ans aux côtés de Christophe de Becquelier, donc le PDG fondateur de Hibou. Donc voilà, j'ai un parcours comme tu le disais qui est assez hétéroclite, assez hybride, où j'ai appris beaucoup de choses au fur et à mesure de mes expériences et qui me servent aujourd'hui dans mon métier. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir vous partager aujourd'hui, effectivement. Là, là, t'es au boulot, donc on entend les petits bruits de fond qu'on entend. C'est bien le Sur la foisonnement. pause déjeuner, oui. Pause déjeuner avec vous. Ok. Alors, on va essayer de rester dans les clous d'à peu près une demi-heure. C'est toujours dur parce qu'on a toujours plein de choses à se partager, à raconter. Et parfois, il y a des questions aussi. N'hésitez pas, si vous en avez, à les écrire, bien sûr. Audrey, est-ce que tu peux revenir un peu sur comment toi, tu as construit ta carrière au fond? Au fond au fond. Alors, je sais même pas si elle est réellement construite au final, tu vois, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à écrire, à dessiner, comme tu le dis, à poser les briques petit à petit. Mais en fait, ma carrière, elle a toujours été dictée par une chose, c'est que j'ai toujours aimé l'humain, j'ai toujours été très ancrée dans le relationnel, dans le développement de chaque personne, parce que pour moi, tout le monde a quelque chose à mettre en avant. J'avais une idée étant petite, c'était d'être hôtesse de l'air. Voilà, on me demande pas pourquoi aujourd'hui, parce que c'est un métier que j'adore, hein, que je ne pourrais plus refaire. Mais j'avais ce rêve de petite fille. Et donc, j'ai construit le début de ma carrière sur cette envie-là.
Donc j'ai fait un BTS tourisme en me disant je vais me rapprocher de mon envie. Et puis donc j'ai passé les examens pour devenir hôtesse de l'air puisque c'est un concours qu'il faut préparer, c'est un diplôme qu'on passe. Et j'ai préparé un BTS tourisme en parallèle. Donc je fais les deux en même temps. J'ai eu mes examens d'hôtesse de l'air, mais à l'époque il fallait avoir 21 ans pour entrer en compagnie aérienne en France. Donc j'ai continué mes études en attendant. Et j'ai bossé en agence de voyage pendant mon BTS. Et j'étais accompagnée par une chef d'agence finalement d'agence de tourisme qui était vraiment sensationnelle. Elle m'a appris énormément de choses, cette dame. En revanche, l'agence de voyage était en train de couler puisque c'était le boom de Last Minute et de toutes ces agences en ligne qui émergeaient. La fin d'un Les gens modèle, quoi. Exactement. Et donc, expérience passionnante, mais expérience également qui m'a un peu remis les pendules à l'heure, j'ai envie de dire, sur la réalité du marché dans le tourisme à l'époque. Et moi qui avais envie d'ouvrir mon agence de voyage, je me suis dit, bon, bah, Audrey, on va peut-être pas se lancer là-dedans puisque c'est pas du tout le moment. Donc, je me suis concentrée sur mes examens d'hôtesse de l'air. Et puis, dans la foulée, vu que j'étais toujours trop jeune, j'ai commencé à travailler, à faire des saisons. Donc, j'ai été prof de sport dans des clubs de voyage, un peu comme les Géos. Et puis, j'ai travaillé en boutique Swarovski dans les duty-free en fait de l'aéroport Charles de Gaulle, avec toujours cette envie d'accompagner, cette relation humaine, etc. Mais à l'époque, je me cherchais beaucoup. Enfin, c'était un peu des expériences toujours en lien avec ce que j'aimais faire, être en contact avec les gens. Mais voilà, j'apprends au contact de différentes expériences et puis on voit où ça me mène, parce que j'avais toujours ce but de toute façon de finir dans les avions. Donc, je fais Attends, tout est-ce ça. que, est-ce que je peux me permettre Oui, de m'incruster ouais, dis-moi. on- dans ce que tu disais sur le voyage, il y a déjà un élément que je trouve intéressant à garder en tête Ouais, pour nos auditeurs, pour moi-même. Tu étais dans un secteur un secteur en pleine mutation, et là-dedans, il y a des bateaux oui. qui coulent et d'autres qui émergent. Et je trouve que c'est déjà éclairant, euh, en parallèle de notre sujet qui est un peu l'itération, comment à ce moment-là tu te cherchais, etc. Ça dit déjà quelque chose au fond, hein. On oublie parfois que certains secteurs sont hyper dynamiques, richissimes, avec énormément de moyens et d'opportunités, et que d'autres sont bouchés. Et c'est déjà intéressant juste de relever la tête parfois et de se dire, attends, au fond, l'environnement dans lequel je bosse, est-ce qu'il est en plein essor ou est-ce que je suis dans un truc qui va un Exactement. peu dans le mur? Mais ouais. Parce que c'est aussi lié, c'est aussi lié à l'instant, à l'environnement. Qu'est-ce que l'environnement nous offre aujourd'hui? Et donc, choisir sa carrière, c'est effectivement aussi en fonction de qu'est-ce qui est opportun, vers quoi je Ouais. peux aller et qui va apporter ses fruits. Parce que si effectivement on va droit dans le mur, bon, on a beau avoir une passion, mais il faut quand même la corréler avec ce Ouais. que le marché peut nous offrir à l'heure actuelle. Et quand un bateau sombre, entre guillemets, ou quand un pan de l'économie baisse, c'est qu'il y en a un autre qui se développe à côté. Donc, Ouais. mais pardon, mais je t'en passe le Non, micro aussi. Mais ok, je me permettrai pas de peut-être des souci. petites incursions comme ça dans ton témoignage. Bah écoute, du coup, j'en étais effectivement à Swarovski où je vendais des bijoux en face du A380 puisque voilà, je gardais la vision des avions. Et donc, je fais beaucoup de formations en fait sur la marque Swarovski à l'époque. Et là, je découvre le métier de formatrice via Swarovski. Et je me dis, mais c'est génial, transmettre l'information aux gens. Puis on est toujours dans ce dialogue avec l'autre. Donc voilà, je me suis dit, en fait, la formation, ça me fait kiffer. J'ai trop envie de faire ça. Mais j'avais toujours ce truc d'être hôtesse de l'air. Donc, j'ai commencé une licence en alternance. Voilà, où je me suis dit, je vais m'orienter vers les ressources humaines pour devenir formatrice. Et donc, je fais une licence, je fais un master 1 en ressources humaines. Et puis là, j'intègre mon master entre le M1 et le M2. Et je me dis, bon, bah voilà, c'est le moment. J'ai l'âge qu'il faut et j'ai envie de m'expatrier. J'ai envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Donc, j'ai passé les sélections Emirates. J'ai été reçue et je me suis expatriée pendant 2 ans. Je suis allée vivre à Dubaï et j'ai été hôtesse de l'air pour la compagnie pendant 2 ans. Donc, je fais le tour du monde. Accessoirement, j'ai bossé mon anglais aussi, donc je suis rentrée bilingue de cette expérience. Et voilà, expérience enrichissante, magnifique, qui te fait grandir, mais en 2 ans, je pense que j'ai vécu ce que j'aurais pu vivre en 10 ans. Euh, on est obligé de s'ouvrir à d'autres cultures, on est obligé voilà, d'apprendre à travailler différemment. Et ça, c'est vraiment top. Et donc, je rentre de ces 2 ans, je finis mon master 2 en RH. Donc là, je fais un master 2 très orienté à l'international avec des cours en anglais. Quitte à rentrer bilingue, autant s'en servir.
Donc, je fais un master 2 management des ressources humaines à l'international avec du management à l'international que j'ai adoré au passage. C'est vraiment passionnant ces cours de management interculturel. Et voilà, je trouve mon premier emploi chez Globe Group, Globe Effective Shopper, où j'étais Est-ce chargée que de je peux recrutement. est-ce que je peux me permettre Bien sûr. de te couper de nouveau parce que tout ça, pour moi, ça amène pas mal de réflexions. En fin d'épisode, on va parler un peu d'intention. Ouais, Audrey nous reparlera d'intention. Et là, en fait, on est déjà un peu en train de parler d'intention. C'est-à-dire que avant de clôturer le chapitre hôtesse de l'air et pour Fly Emirates, au fond, ce que j'en comprends, c'est que tu avais cette intention-là. C'est juste que le chemin n'était pas possible. Soit trop exactement. jeune, soit pas de boulot encore, ou besoin de se sécuriser avec des études ou autre. Et donc, tu as un peu tourné autour du pot, mais avec toujours cette intention de dire, tôt ou tard, ça portera ses fruits sûrement. Enfin, c'est ce que j'en comprends. Exactement. Ok. C'était ça. Et au final, mon rêve a mûri petit à petit parce que effectivement, cette histoire d'intention, on a une intention, mais cette intention, c'est juste, j'ai envie de dire, un reflet, une idée. Et puis cette idée mûrit au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure de ce qu'on va acquérir en fait comme connaissances, comme compétences, comme envie. On va découvrir des choses aussi grâce à une expérience, on en découvre une autre, etc. Pour moi, c'est un effet rebond. Et c'est comme ça que j'ai découvert la formation. C'est comme ça que je me suis dit, j'ai envie de m'orienter vers les RH. Et les RH m'ont orienté sur du recrutement, puisque premier poste recrutement qui n'avait rien à voir avec la formation au final. Et pour autant, c'est cette expérience qui a fait que j'ai pu accéder au métier de DRH pour lequel je travaille aujourd'hui chez Mebou. Et donc, voilà, je pense que c'est une succession d'événements, une succession de rencontres aussi, une succession de montée en compétences, enfin voilà, de connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure, qui fait que on arrive à dessiner réellement sa carrière et à construire, le mot que tu utilisais au début, construire où on veut aller. Et quand tu dis que tu te cherchais pendant toute cette période-là, comment tu vivais le truc? Parce que c'est toujours assez inconfortable de pas réussir à définir clairement où on va. Toi, comment tu le vivais? Je pense qu'on le vit beaucoup mieux quand on est beaucoup plus jeune que quand on prend de l'âge. Ah, Quand j'étais beaucoup plus jeune, effectivement, je le vivais avec beaucoup d'insouciance, puisque j'ai toujours été très curieuse et je me suis toujours émerveillée de beaucoup de choses. Donc, mon envie, c'était de découvrir, d'apprendre, voilà, de pouvoir aller prendre des tips un peu partout pour ensuite en faire ma mayonnaise, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, j'étais très, très, très insouciante de ça. Par contre, en grandissant, j'ai commencé à me dire, ma cocotte, tu prends de l'âge, il serait quand même bien d'avoir un CV aligné avec tes envies, aligné avec ta carrière, enfin, là où tu veux aller. Parce que malheureusement, je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou heureusement, en France, on a quand même cette culture du CV et de ce qui est écrit sur le CV où si on va un peu dans tous les sens, finalement, devant un recruteur, on a un peu moins de poids que si on a une carrière vraiment bien définie euh, avec toutes les étapes recherchées. Donc, quand on se cherche trop, on fait peur à un recruteur, malheureusement. Donc, l'idée, c'est de se dire de se chercher pas mal au début et puis de petit à petit quand même garder un angle euh, où quand on se retrouve devant le recruteur, on est capable d'expliquer nos choix, d'expliquer notre parcours. Ce petit angle nous aide justement à expliquer la direction qu'on veut prendre et de dire bon bah voilà, si j'ai fait tout ça et si j'ai fait tout ça, c'est parce que je veux aller là en fait. après, en t'écoutant, je me dis, ça peut aussi être un peu une double vie. Il y a pas mal de boîtes aujourd'hui qui proposent la semaine de 4 jours. On peut libérer du temps. Donc, ça peut être une façon aussi, sans se mettre en danger d'un point de vue CV, de peut-être de nourrir une Tout à intention fait, à côté de façon un peu plus officieuse, quoi. tout à fait. Et on pourra en reparler tout à l'heure aussi, mais je me suis lancée dans la PNL, la programmation neurolinguistique, en parallèle de mon job aussi. Et aujourd'hui, ça vient alimenter mon travail de DRH, alors qu'à la base, je me lançais là-dedans vraiment dans une dimension perso. Et ça me sert aussi dans mon boulot. Donc, ouais, je suis complètement alignée avec ce que tu dis tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis là parce que tu vois, j'ai pas mal de clients qui vont qui vont envisager par exemple de se lancer dans le paramédical ou de faire une formation d'hypnose, de PNL ou voilà sur ce genre de thématique ou de coaching en se posant immédiatement la question quel est le ROI, est-ce que je peux en vivre? C'est-à-dire est-ce que je peux tout plaquer et faire ça? Et la réponse elle est systématiquement non. Tu quittes pas un boulot à 2500 € net pour aller faire de la sophro. Et donc du coup, c'est un peu binaire, c'est bah du coup, je fais pas. Mais non, attends. En t'écoutant, mais non, pourquoi les choses doivent-elles être binaires? Pardon, mais je t'en passe le micro. Donc te voilà au hibou.
Enfin, Me voilà pardon. chez Le Hibou, effectivement. Donc chez Le Hibou, en fait, donc j'ai travaillé 3 ans chez Globe Group, donc c'est une société donc qui fait du marketing shopper, donc qui organise finalement des opérations de communication et d'événementiel autour de marques. Donc j'étais responsable RH là-bas, je gérais une équipe de 8 personnes chargées de recrutement, chargées de formation. Donc j'ai commencé à toucher un peu à ce fameux angle formation qui m'a fait m'orienter vers les ressources humaines quelques années auparavant. J'ai adoré cette expérience et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée là-bas, on a eu un PSE dans l'entreprise, donc un plan social. On a dû se séparer de beaucoup de collaborateurs et mon N+1 qui avait 13 ans d'expérience dans la société a été remercié dans ce PSE. Et on m'a dit au bout de 6 mois, écoute Audrey, on aimerait que tu prennes sa place. Donc ça a été un jump énorme pour moi au niveau de ma carrière. Je m'y attendais pas et pour autant, c'est ce qui a permis que je grimpe aussi vite finalement au niveau RH parce que je me suis retrouvée à gérer une équipe de 8 personnes du jour au lendemain comme ça. Ça a été très formateur. Et 3 ans après, enfin 3 ans après ça, j'adorais mon métier, mais c'est vrai que l'événementiel, tout comme le métier d'hôtesse de l'air, c'est un métier qui est très prenant et n'a pas vraiment d'horaire. Je me suis dit, j'aimerais bien me poser un petit peu pour avoir une vie perso un peu plus stable. Donc, je me suis ouverte sur LinkedIn au marché et Christophe Debec-Delièvre, qui avait cette idée de monter le Hibou, est venu me chercher comme ça. Donc, j'invite tout le monde à mettre la petite pastille Open to Work sur LinkedIn. Hein. C'est pas forcément négatif de la mettre, cette petite pastille. C'est comme Un bon ça que type, j'ai ça. réussi. Voilà. En tout cas, en l'occurrence, ça a fonctionné pour moi il y a 7 ans. Et Attends, donc, Christophe, pardon, mais ce que tu dis, c'est pas rien. Moi, quand j'étais salarié, j'aurais jamais osé écrire Open to Work. ouais. Mais oui, 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 je suis d'accord. C'est encore une grosse barrière aujourd'hui et c'est pas forcément bien vu par certains recruteurs aussi parce qu'on se dit quand on voit un profil en recherche, c'est un profil qui et je suis contre cette idée, mais malheureusement c'est ancré dans les esprits. C'est un profil qui a moins de valeur qu'un autre parce que la personne est en recherche ou que la personne n'est plus en emploi. Et ça, je pense que c'est un dogme qu'il faut chasser avec nos esprits de recruteurs parce que l'idée, c'est d'évaluer une personne selon ses compétences passées, selon ses expériences, selon aussi ses expériences de vie. Et voilà, je suis un peu contre Bon, Ah bref, ouais, mais ouais. c'est un autre sujet. Bah, c'est un autre sujet, mais comme notre thématique, c'est comment est-ce qu'on drive sa carrière, en tant plutôt Ouais. là que pas que DRH, mais que par exemple salarié ou actif Hum, ou entrepreneur. On est là en fait. Au fond, ton histoire raconte une histoire d'opportunité, ouais, d'une intention, puis d'opportunité. Et exactement. les opportunités, faut bien qu'elles arrivent à nous. Et toi, c'était ce petit macaron open to work. Sinon, Ouais, t'aurais pas été visible en fait, tout simplement. Voilà. exactement. Ok. Exactement. Et bon, après, je j'ai pas fait que ça. Hein. J'ai envoyé pas mal de Ouais, candidatures aussi j'imagine et bien. j'étais assez active aussi au niveau de ma candidature. Mais effectivement, ça aide et je suis d'accord. Il y a une première intention et puis ensuite il y a le call to action, j'ai envie de dire, l'actionnabilité de cette intention et on en parle dans le Ok. contexte. C'est important d'avoir des premières démarches d'actionnabilité derrière. Donc effectivement, Christophe vient me chercher et puis au début, compliqué pour moi de me dire je vais lâcher un CDI, 3 ans d'expérience, j'ai la stabilité, j'ai un salaire, ce que tu disais tout à l'heure, pour intégrer une start-up dans l'IT, monde que je ne connaissais que très peu, des statuts qui avaient été déposés 6 mois auparavant. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur de se lancer dans le grand bain, dans le vide, euh, dans une start-up qui n'a pas encore finalement prouvé sa croissance et prouvé sa rentabilité. Et ben j'ai mis du temps, mais j'y suis allée et je me suis dit allez go, c'est comme ça qu'on avance. Je pense que parfois aussi il faut donner euh, un petit grain de folie à sa carrière. Il faut savoir prendre des opportunités, même si elles sont peu sécurisantes, parce que ça peut avoir un ROI fois 1000, quoi, j'ai envie de dire, derrière, tant au niveau épanouissement personnel que sa carrière. Ouais, en t'écoutant, je me dis aussi que quand bien même ça ne fonctionnerait pas, à minima, ça a permis de muscler un peu l'assertivité, la capacité à rebondir. Exactement, exactement. Puis c'est toujours un moyen de se dire, je l'ai fait, de booster un peu la confiance en soi, parce que je l'ai fait et j'ai su rebondir, comme tu le dis. Et on rebondit toujours de toute façon. Quand on a j'ai envie de dire, les diplômes derrière, on rebondit toujours et on retrouvera toujours quelque chose. Donc il y avait finalement que peu de danger, mais quand même, 7 ans auparavant, j'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui, ni l'expérience, et donc je l'ai appréhendé avec un peu moins d'assurance qu'aujourd'hui. Quoi. Voilà.
Donc me voilà chez le Hibou en Et là, 2017, 1er mars 2017. et là, c'est avec une autre casquette qu'on continue cet entretien parce que Oui, ton job, c'est de structurer le pôle RH. Évidemment, la boîte grossit à toute vitesse et oui. particulièrement, c'est de bien recruter et aussi développer les talents et les carrières. Donc, Et c'est plus la effectivement, même, c'est on n'est plus c'est dans le plus même, du ouais, c'est pardon. plus du tout la même chose et l'idée, c'est de faire évoluer, ses connaissances, ses compétences en fonction aussi de son rôle parce que, à l'époque, on se dit, enfin moi, je me suis dit: «OK, j'étais responsable RH, dans le domaine événementiel». On a un peu le syndrome de l'imposteur, hein, c'est on se dit: «Est-ce que je vais assurer sur ce poste-là?» parce qu'on attend beaucoup de moi, mais j'ai jamais été DRH en fait au final, donc comment ça va se passer? Et finalement, j'ai envie de dire, faut chasser, tous ces doutes de son esprit parce que, à force de vouloir, être parfait et ben finalement on ne fait rien. Donc l'idée, c'est de semer les premières graines et puis on évolue en fait avec son environnement, on apprend au fur et à mesure et on avance, on se lance dans le grand bain et puis, et puis de toute façon, on est obligé de suivre. Donc donc Ouais, on non y mais va. ouais, il y a plein de costumes comme ça, des costumes de manager, de directrice, directeur, tous ces mots qui font un peu peur. Il y a qu'en Mmh. enfilant le costard qu'on sait si on a les épaules, hein. Et Exactement. d'ailleurs, on les a souvent. Exactement, exactement. Donc, comme tu le disais, effectivement, mon rôle de RH quand le IB commence, c'est essentiellement axé sur le recrutement. Et aujourd'hui, mon rôle a énormément évolué depuis 7 ans et j'ai un aspect accompagnement des carrières qui a pris toute son ampleur depuis 3 ans, puisque nous, le Covid a été justement une opportunité et un tremplin, et la société a réellement grossi depuis 3 ans. Donc voilà, aujourd'hui, 2 aspects, aspect recrutement, aspect accompagnement des carrières. Accompagnement des carrières à la fois sur le onboarding, la formation, l'évolution de management, puisque beaucoup de nos collaborateurs ont évolué rapidement sur des postes de manager de proximité pour justement accompagner cette croissance. Et puis coaching aussi des équipes, c'est quelque chose qui est très présent pour moi dans mon rôle de RH et dans la politique, la stratégie RH que je mets en place sur le Ego, c'est d'accompagner les collaborateurs et en tout cas le management, le middle management sur du coaching pour à la fois se développer personnellement, mais aussi professionnellement, parce que moi, je crois vraiment que c'est en se trouvant et en apprenant à se connaître qu'on arrive à bien accompagner ses équipes et à faire monter les autres en compétences. Donc voilà, le coaching, c'est hyper important. Quel est le regard que tu poses aujourd'hui sur, voilà, en tant que DRH, hein, mais sur des collaborateurs et sur notre capacité à tous à, au fond, à continuer à faire les bons choix une fois qu'on est dans une entreprise? Tu vois, continuer à se développer. Alors, on n'est jamais sûr qu'on fera les bons choix. Donc ça déjà, faut le mettre, faut battre les cartes. Euh, on n'est jamais sûr que ce soit les bons choix, mais en tout cas, c'est le choix qui nous semble le plus optimal à un instant T et le plus en adéquation avec la stratégie globale à un instant T, j'ai envie de dire. Donc toutes mes décisions, j'ai parlé pour moi, sont prises en corrélation avec la stratégie globale définie par le CODIR. Et donc je me dis, bah, j'essaye de m'en rapprocher au maximum. Et puis voilà, je prends des décisions. Si c'est la bonne, bah, c'est parfait. Si c'est pas la bonne, on corrigera de toute façon. Donc c'est aussi important de se dire l'erreur est humaine. Alors forcément, il faut éviter de faire boulette sur boulette, mais aussi se dire que on apprend tous et que c'est ok de faire des erreurs. Il suffit simplement de pouvoir rebondir euh, pour réorienter, j'ai envie de dire. Et ce que tu disais au début du podcast, hein, le test and learn, ben, on est typiquement dedans. C'est, je peux faire des erreurs. L'idée, c'est d'arriver à réellement vite rebondir, comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné sur cette décision-là, pour adapter, repenser, recommencer, ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais continuer d'avancer. Tu vois, c'est un petit peu Ouais, ça. donc si j'extrapole un peu, côté collaborateur, ça peut être d'accepter un move, par exemple. Mhm, Par exemple, un poste de management alors qu'on n'est pas sûr que ça va le faire, ou un changement de, de service ou autre, et à la limite, mhm, en se disant que si c'était pas le bon move, c'est ok, on peut exactement. encore rééquilibrer le truc, quoi, sans forcément devoir quitter la boîte, par exemple. Exactement. Et c'est marrant que tu dis ça parce que chez le Hibou, on a ces thématiques-là en ce moment, puisque je suis en plein dans la création des parcours de carrière pour les collaborateurs, parce on a grossi très vite. Donc aujourd'hui, après avoir finalement onboardé et fidélisé les collabs, et ben maintenant on est dans une réflexion de comment on va pouvoir créer les évolutions, les chemins de carrière, comment on va pouvoir créer les mobilités en interne, etc. Donc là, je suis en plein dedans.
Et là, tu vois, on est en train de réfléchir à bon, bah, tout le monde n'a pas envie d'être manager aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on offre à ces collaborateurs qui n'ont pas envie d'être manager? Comment on fait pour les faire évoluer, mais de façon transversale et pas horizontale? Et donc voilà, donc on réfléchit les compétences transposables. Comment on peut faire? Et d'ailleurs, c'est un truc qui est important aussi si vous recherchez du boulot, c'est que moi, je vous invite à transposer vos compétences, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas travaillé le profil de poste, j'ai envie de dire, parfait par rapport à ce qu'on cherche dans l'offre, je vous invite à vraiment essayer de faire cet exercice de transposer vos compétences d'une expérience à l'autre. C'est-à-dire que bah, si vous n'avez pas fait telle ou telle mission spécifiquement, bah, c'est pas grave, vous en avez fait une autre. Et de cette autre expérience, vous pouvez en tirer des choses, des compétences, des qualités humaines, relationnelles. Voilà. Non. Il y a plein de choses que vous pouvez reprendre d'expériences passées. Vous pouvez retransposer sur votre CV pour une prochaine expérience. Donc, faut pas forcément vous arrêter au profil de poste. Voilà, faut pas rentrer dans le cadre, quoi. Même si... Et surtout en start-up, on sort un peu du cadre. Ouais, oui, c'est sûr, il y a des types de structures qui le permettent peut-être plus que d'autres, quoi. En start-up, un peu plus que dans les grands groupes. C'est une question que je voulais te poser avant qu'on arrive un peu à la conclusion de notre échange. Parmi les gens qui nous écoutent, tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir une discussion à bâton rompu avec sa DRH ou avec son DRH. C'est l'occasion de poser un peu les choses. Je parle ici de mobilité interne, tu vois, vraiment de rester dans la boîte et de développer sa carrière dans une boîte. En l'occurrence, startup pour le hibou. Quel conseil t'aurais envie de donner toi, si tu en as, hein, tu ne sens pas obligé, mais quel conseil t'aurais envie de partager ou bonne pratique, tu vois, ou quelle approche pour quelqu'un qui se pose la question de pas tout arrêter, de rester dans sa boîte, mais d'y grandir et qui se sent peut-être un peu démuni sur comment je fais. Alors la première chose, c'est justement de venir me voir. Enfin, d'aller voir le RH. Tu vas voir tous les salariés de France. Quand même. Parce que finalement, c'est la meilleure personne enfin, c'est la personne la plus appropriée pour conseiller justement le collaborateur. Parce que la DRH, c'est celle qui a la vision stratégique et aussi la vision future de où on emmène la société, quels postes peut-être vont s'ouvrir sur les 6 mois, 1 an, 2 ans à venir. Donc, on a en fait une visibilité que les collaborateurs n'ont pas. Et donc, on peut nous anticiper ces moves-là. On peut se dire, bon, bah voilà, peut-être que je peux te faire des formations pour que tu puisses obtenir ces compétences-là d'ici 6 mois, 1 an, parce que je prévois d'ouvrir ce poste dans 1 an. Donc, déjà, la première chose, c'est aller voir votre RH. La deuxième chose, c'est de rester curieux tout le temps. De rester curieux de ce qui se fait dans le monde dans votre entreprise finalement, et dans le monde de l'entreprise en général, mais dans votre entreprise. Comprendre comment chaque pôle fonctionne, les missions, qui fait quoi, du coup chaque fiche de poste, elle engendre quelles activités, quelles compétences. Parce que ça vous permet d'avoir une vision de tous les postes de l'entreprise et de vous dire déjà où est-ce que j'aimerais travailler. On en revient toujours à la même chose, le petit kiff, ma passion, mes envies, parce qu'on ne va pas vous faire une mobilité sur un poste où vous n'allez pas être épanoui et vous n'allez pas avoir envie d'aller bosser le matin. Donc déjà, c'est qu'est-ce que j'ai envie de moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans l'entreprise, vers quel pôle j'ai envie d'aller. Et puis quand on connaît aussi les collaborateurs, on se dit bon bah avec cette personne j'ai envie de travailler ou avec cette personne j'ai un peu moins envie de travailler. Donc c'est à la fois connaître les postes et connaître les collaborateurs qui composent les équipes pour savoir où est-ce que j'ai envie d'aller. Et quand je sais tout ça, mes appétences, mes affinités avec les gens, ok, peut-être que j'aimerais aller dans tel ou tel pôle et dans tel voilà. Est-ce que c'est faisable ou pas? Et donc on en parle à la DRH, on se dit est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible. Et c'est très fort la mobilité, c'est très ancré chez le hibou parce qu'on a voilà, avec 80 collaborateurs, on a déjà fait 4 mobilités en interne. Au niveau ratio, c'est énorme, 4 personnes sur 80, dont une personne qui travaillait dans notre pôle à l'île Maurice, qui a bossé responsable d'équipe là-bas à Maurice pendant 2 ans et qui a eu envie de rentrer en France. On a créé un poste sur mesure pour cette personne qui a pris le lead d'un poste sales à Bordeaux. Et puis, cette personne a eu encore des envies de mobilité 2 ans après. Et donc, on est en train de recréer finalement un poste pour lui. Donc, j'ai envie de dire, quand on a un bon élément dans une entreprise, en général, et je dis ça pour vous rassurer, en fait, si vous avez une envie de mobilité, que vous vous dites, ouais, mais j'ose pas en parler à mon RH parce que je me dis que peut-être il va me dire que bah non, mon poste c'est celui-là et c'est pas un autre. Bah détrompez-vous parce que
En général, quand on a fait ses preuves dans une entreprise, le RH et l'organisation en général a plutôt envie de garder son collaborateur et mettra tout en œuvre, pardon, justement pour adapter un poste, créer une mobilité plutôt que de perdre. Parce qu'il faut le savoir, une démission, enfin une perte de collaborateur nous coûte cher quand il faut recruter derrière et reformer et remonter en compétences, etc., réonboarder, nous coûte beaucoup plus cher à la fois en temps et en argent. Et puis, j'ai envie de dire au niveau cohésion d'équipe, culture d'entreprise, etc. Donc, on est plus à créer cette mobilité plutôt que perdre le collaborateur. Moi, ça me renvoie aussi à la typologie de structure où on peut travailler. Oui. Tu vois, quand tu es dans une boîte très écrasée, où il y a énormément de monde et très, très peu de place pour se développer, par exemple, juste pour monter, hein, pour évoluer, c'est pas pareil qu'une boîte qui a peut-être un petit peu qui apporte moins de sécurité peut-être, mais où tous les 3 semaines, tu as une opportunité parce qu'il y a un nouveau poste qui s'ouvre, quoi. Donc, c'est aussi les questions à se poser, je pense, comme je disais tout à l'heure, quand on se cherche, c'est de se dire déjà, pourquoi je suis fait? Est-ce que je suis fait pour bosser en mode agile, flexible dans une startup? J'ai moins de sécurité, comme tu le dis, mais j'ai des opportunités peut-être plus rapides, des prises de décision plus rapides, des call to action plus rapides. Et donc, j'ai aussi, moi, la possibilité d'évoluer plus rapidement. Ou est-ce que j'ai envie d'être dans un grand groupe avec des process bien établis pour apprendre, pour vraiment être encadré au début parce que j'ai besoin, en fait, d'avoir un management de proximité et on m'apporte de la connaissance, de la compétence sur des outils, sur plein de choses. Enfin, bref, voilà, c'est à moi aussi de me poser ces questions-là au début. Qu'est-ce que j'ai envie? L'expérience startup ou l'expérience grand groupe? Beaucoup d'étudiants qui sortent de l'école choisissent d'abord l'expérience grand groupe pour justement obtenir ce cadre, avoir cette base solide de compétences, de connaissances, pour ensuite s'orienter vers la startup et utiliser finalement ce cadre et le transposer dans la startup. Moi, je trouve ça super parce qu'on arrive avec un cadre, on connaît déjà la grosse boîte, mais on se dit bon, j'ai envie d'un peu autre chose et on le voit toutes les générations Y aujourd'hui. Enfin, je vais pas dire toutes, je vais pas faire une généralité, mais j'ai envie de dire 70% des collaborateurs qu'on rencontre en entretien aujourd'hui ont cette envie, après avoir testé en alternance ou en stage le gros groupe, ont envie d'avoir un impact un peu plus important sur l'entreprise et donc choisissent la startup et nous rejoignent pour ça. ouais, c'est intéressant parce que tu as un peu des phénomènes de mode. Quand on était en études, la mode était plutôt au grand groupe. Il y avait une dizaine de groupes qui faisaient rêver tout le monde. Enfin, là je parle en tout cas pour commerce, ingénieur, des cursus un peu généralistes comme ça de master. C'est ce que j'ai vécu, quoi. Et puis 10 ans plus tard, c'était tout l'inverse. Il faut absolument viser une scale-up ou autre. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis. Ça invite à faire la part des choses entre le phénomène de société, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment, les entreprises sociales et solidaires, les grands groupes, les scale-up ou autres, et ce qui nous anime nous intimement et personnellement, quoi. Exactement, exactement. Qu'est-ce qui me fait vibrer au fond? Pourquoi j'ai envie de me lever le matin? Quel est mon why? Enfin, c'est des grandes théories, le why, mais pour expliquer plus simplement, qu'est-ce qui m'anime en fait? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie finalement d'aller travailler et qui fera que je vais me dire que je sers à quelque chose entre guillemets, ou en tout cas j'apporte ma contribution pour quelque chose de plus grand. C'est important de se poser ces questions-là. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, l'intention. Quelle est l'intention? Quelle est la petite graine qui va nourrir et faire évoluer ma réflexion tout au long de mon chemin, en fait. Justement, ça nous emmène à la conclusion. Moi, ce que je conclus déjà de ton partage d'expérience, c'est que au fond, on est un peu comme un produit, nous tous, qui est jamais fini et qui est amené à être testé en permanence, et que c'est ok, du coup, que ce produit soit imparfait, et c'est même son essence même d'être imparfait. Et de toute façon, l'homme est toujours insatisfait avec un grand H, quoi. Et donc par principe, ce chemin itératif qui est ton histoire et puis qu'on défend aussi là, moi j'y crois vraiment et tu l'illustres bien. Et puis deuxième aspect, c'est l'intention. Je te propose de nous en reparler parce que on a un petit call to action à la fin de chaque épisode. Ceux qui écoutent depuis un petit moment connaissent cette conclusion-là, ce mode de conclusion. Qu'est-ce que tu voudrais inviter à faire pour nos auditeurs en disant, allez, ok, je fais un truc concret et dans 1 heure ou demain, j'aurais fait un pas de plus.
Ouais. C'est quelque chose finalement qui était très abstrait pour moi, ce que tu es en train de dire, avant que je m'oriente vers la programmation neurolinguistique. Donc j'ai eu la chance de me lancer dans cette démarche il y a 4 ans, 4 ans. Et en fait, la PNL nous aide finalement à. Donc la PNL, c'est un tas de finalement d'outils pour nous apprendre finalement à nous découvrir, j'ai envie de dire, comment on fonctionne, voilà, et mettre en pratique finalement tous ces outils pour nous aider à évoluer et à reproduire des comportements finalement qui fonctionnent, des comportements qu'on a envie de reproduire au quotidien. Dans cette PNL, on parle de pouvoir de l'intention, on parle de loi d'attraction. Et cette loi de l'attraction, finalement, au début, je me disais, bon, c'est bien gentil, mais ça paraît un petit peu Bullshit. bullshit. Je ne sais pas sortir ce mot-là. Merci. Ça paraît un peu bullshit parce que bon, finalement, est-ce que concrètement, ça apporte quelque chose? Et ben, figurez-vous que moi, je l'ai testé pas mal, et c'est pour ça que je voulais en parler là aujourd'hui. Le pouvoir de l'intention, c'est un outil qui est puissant, qui va être à l'origine de tous nos passages à l'action. Tout à l'heure, j'en parlais, je disais, il faut planter la petite graine et ensuite passer à l'action pour justement avoir un premier step. Allez, on y va, et puis le reste, ça va découler. Et ben en fait, le pouvoir de l'intention, vous le pratiquez en réalité tous les jours sans forcément vous en rendre compte, hein, sans forcément que ce soit instinctif. C'est quelque chose qui se fait naturellement et sans forcément mettre des mots dessus. Hein. Quand vous mangez, vous dormez, vous marchez, c'est le pouvoir de l'intention. Bref. Et le pouvoir de l'intention, c'est ultra simple. Quand on est convaincu qu'il y a quelque chose qui est possible, bah, finalement, ça arrive. Tout simplement parce que notre mental, il n'interfère pas dans le processus. Donc, quand on a un rêve, quand on a une envie, quand on a un but précis à atteindre, une vision, on va poser une intention. Et c'est pour ça que, dans mon podcast, j'expliquais commencer à réfléchir à ce que vous avez envie, commencer à juste visualiser en fait un petit peu quelles seraient vos compétences, qu'est-ce que vous avez envie de transposer, où vous avez envie d'aller. Parce qu'à partir de cette vision et à partir finalement de ces premières idées, on va poser une intention. Et l'intention, quand elle est consciente, c'est comme quand j'aime bien utiliser cette image, comme quand vous envoyez une commande à Amazon. Si vous envoyez finalement une commande Amazon à l'univers, une fois que c'est commandé, vous savez pas trop quand vous allez la recevoir, mais vous savez que ça va arriver. Pardon. Et la plupart des gens, restent bloqués finalement sur ce désir d'avoir ou de vivre quelque chose, mais il y a une grande différence entre le désir et finalement poser cette envie. Et donc, d'une certaine façon, avant, vous étiez passif. Une fois que vous la posez, et vous attendez que quelque chose arrive dans votre vie. Et en fait, ça va créer une énergie. Vous allez créer une énergie peut-être inconsciente, hein, même autour de vous, qui va finalement inconsciemment créer quelque chose pour que finalement cette vision se réalise. Et vous devenez créateur et maître finalement de vos envies plutôt que passif, et vous prenez un petit peu la responsabilité de tout ça. Donc en fait, le fait de mettre des mots sur ce dont vous avez envie, c'est une façon puissante finalement de vous autoriser cette envie et d'aller de l'avant. Donc on prend un stylo, on prend une feuille, on se pose 15 minutes, et puis finalement, faites-le plutôt au réveil ou le soir avant d'aller vous coucher, parce que c'est là où l'esprit est le plus réceptif et plus calme. Donc vous prenez un papier, un stylo et vous écrivez où vous avez envie d'aller, où vous vous voyez. Vous pouvez faire ça, vous n'êtes pas obligé de le faire et que ce sera gravé dans le marbre. Hein. C'est quelque chose que je vous invite à faire régulièrement, justement pour faire évoluer votre carrière, puisque c'est ça le but aujourd'hui. Et voilà, vous écrivez et puis ensuite vous laissez faire. Et c'est ce que j'expliquais justement, je t'expliquais avant, juste avant notre direct, c'est que moi j'ai fait ça il y a quelques mois, c'était il y a 2 ans même. J'avais une envie spécifique il y a 2 ans. Que j'ai travaillé, j'ai fait les premières actions dessus, etc. Et puis la vie a fait que j'ai été dépassée par les événements, j'ai mis de côté ça. Et puis il y a 3 semaines là, l'univers m'a emmené. Alors ça peut paraître un peu tertiaire dans l'univers, mais voilà, la vie a fait que ce que j'avais noté sur mon papier est venu à moi tout seul. Et là, on se dit, ah ouais, on cogite. Et on n'y croit pas au début, mais ça a quand même un impact. Ce que tu dis, merci, c'est c'est précis et c'est clair. Hein. Donc, ceux qui nous écoutent, si tu nous entends et que tu dis, OK, j'ai envie de faire un pas de plus, un soir, prendre un crayon, un papier et juste se dire, OK,
Sur quoi j'augmente ma sensibilité? Ça rejoint un peu notre call to action de la semaine dernière. Sur quoi est-ce que je pose une intention? Et ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est que on a souvent tendance à faire peut-être, je pense, un peu l'inverse, à se stresser à fond. On n'est pas dans du lâcher prise dans nos vies. On veut Oui, maîtriser nos carrières. Par contre, à aucun moment on pose un momentum de dire, OK, j'ai décidé que je vais trouver ça, ou qu'un jour je ferai ci, ou que je ferai ça. Et en fait, tu nous invites simplement à faire l'inverse, de dire non, posez vraiment une intention, un vrai engagement vis-à-vis de vous-même, et lâcher prise après. C'est intéressant, ça exactement. inverse la vapeur. Je voudrais juste conclure en disant, cette intention, elle est bien, mais n'oubliez pas vraiment de passer à l'action derrière, cette petite intention. Tout simplement de 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 créer la 1re action qui va faire que la démarche va se faire seule finalement. Puis de laisser l'inconscient faire et de laisser les Ouais, choses, bien sûr. aller. Non, mais c'est sûr, de envoyer un message, contacter quelqu'un, écrire Voilà, un exactement. post, quoi que ce soit. Merci Audrey, Merci beaucoup. et merci à tous d'avoir suivi ce direct. À la semaine prochaine pour le 100e épisode. À bientôt.